29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le CNT solidaire avec le gouvernement. Le général de corps d'armée Malick Diaw offre des vivres et non-vivres pour une valeur d'environ 30 millions de francs CFA. Les élèves reprendront le chemin de l'école le 4 novembre prochain. Une information donnée hier dans le journal de 20h sur ORTM 1 par le ministre de l'Éducation nationale, M. Amadou Sy Savané. Nous vous proposons de suivre un extrait de son entretien dans ce journal. Jeudi 31 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Je vous l'annonçais dans les titres, le CNT solidaire avec le gouvernement. Le général de corps d'armée Malick Diaw offre des vivres et non-vivres pour une valeur d'environ 30 millions de francs CFA à des couches vulnérables. Un geste qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 29e édition. Nyanya Alou Traoré, Tchedje Kamara. Un après-midi de partage et de communion sur l'esplanade du CICB. Au dernier tournant du mois de la solidarité, les locataires de l'hémicycle, plus que jamais auprès des populations maliennes, particulièrement certaines couches vulnérables. Pour ce mois d'octobre, le président du Conseil national de transition a axé son appui aux personnes en prévention de liberté, aux sinistrés des inondations de Bamako et aux malades du service de psychiatrie du CHU hôpital du Point G. Le kit que nous allons remettre est composé comme suit. 10 tonnes, c'est-à-dire 200 sacs de riz, 10 tonnes, 200 sacs de mil, 500 unités de moustiquaires, 500 unités de margarine ou pâtes alimentaires, 500 unités de nattes, 50 cartons de lessive en poudre, 50 cartons de savon en morceaux, 50 cartons d'eau de javel, 500 unités de couvre-lit, 50 sacs de sucre. L'esprit d'unité ouvre la voie à la solidarité dans la diversité. Le président du CNT fait sienne cette citation. De nombreuses actions phares sont à l'actif du général de corps d'armée, notamment son plaidoyer pour le respect de la canne blanche sur nos routes. Et aujourd'hui, cette donation, ce qui a amené sa représentante à rappeler au public tout l'intérêt qu'il porte pour ses compatriotes. En réalité, il faut le dire, dès l'installation du Conseil national de transition en nos jours, le président honorable Malick Diaw a fait montre de solidarité et d'assistance aux personnes vivant en situation difficile et souvent dans le plus grand anonymat. Je peux témoigner ici que le président du Conseil national de transition n'a jamais ménagé ni son temps, ni son énergie, ni son appui à ceux qui vivent en situation de détresse. La solidarité ici, au Conseil national de transition, est une activité de tous les jours. Les ministères choisis, représentés par leur chef de département, sont véritablement honorés par le geste fort louable du président du CNT. Permettez-moi de souligner l'importance de ce don pour les maisons d'arrêt bénéficiaires, car l'amélioration des conditions d'hygiène, de santé et d'alimentation est une quête permanente de l'administration pénitentiaire dont le souci demeure le respect des normes et standards internationaux en matière de détention. À cette heureuse occasion, je voudrais lui exprimer ma profonde gratitude et lui adresser mes sincères remerciements au nom de l'ensemble de mon département. Je remercie vraiment le président du Conseil national de transition qui a fait parler son cœur pendant ce mois de la solidarité. Vous savez, la solidarité, c'est un comportement de tous les jours. Les Maliens l'ont démontré et surtout cette année avec les catastrophes et les inondations, beaucoup de Maliens ont fourni beaucoup d'efforts. C'est le lieu de remercier tout le monde pour les efforts. Et l'honorable Malick Diaw, ce n'est pas sa première fois. Tous les mois de solidarité, le Conseil national de transition
à accompagner le département de la santé. La solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. C'est le thème de cette 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les élèves reprennent le chemin de l'école le 4 novembre prochain. Une information donnée hier dans le journal de 20h sur ORTM 1 par le ministre de l'Éducation nationale, M. Amadou Sy-Savané, est revenu sur les efforts des autorités dans la prise en charge des sinistrés logés dans les établissements. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec Mariam Kone. Je voudrais rappeler les conditions qui nous ont conduits à reporter la rentrée scolaire 2024-2025. Il vous souviendra que des pluies diluviennes, vous venez de le dire, se sont abattues sur l'ensemble du territoire malien. Elles ont impacté le quotidien de tous les Maliens. Elles ont gonflé les cours d'eau et provoqué des inondations qui, de mémoire de Maliens, ont été rarement vues ici. Des écoles, parce que c'est d'elles que je suis venu parler ce soir, ont été impactées. De très nombreuses écoles sont trouvées inondées ou occupées par des sinistrés des inondations. Donc, les autorités, les plus hautes autorités de l'État, avec à leur tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, ont donc pris sur eux des actions solides à conduire, à mener pour que les écoles qui ont été lourdement impactées reviennent à la vie normale, c'est-à-dire la vie scolaire. Donc, un certain nombre d'actions ont été engagées. Je peux vous les énumérer, tout en restant évidemment dans le cadre de la réponse à votre question. Oui, monsieur le ministre, dites-nous aujourd'hui, est-ce que tout est fin prêt pour recevoir les élèves dans les établissements du pays? Oui, ça c'est tout est fin prêt. Les actions fortes auxquelles je faisais allusion ont été menées. Je peux en citer deux rapidement. La libération des écoles occupées, le relogement des sinistrés des inondations qui occupaient des écoles, la mobilisation de ressources publiques pour mettre les écoles occupées dans des conditions d'accueillir les élèves. Donc, tout est fin prêt pour que la rentrée scolaire 2024-2025 ait lieu à la date indiquée, c'est-à-dire le 4 novembre 2024. C'est une très très bonne nouvelle. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, quelles sont les dispositions pratiques prises pour le bon démarrage des cours? Pour le bon démarrage des cours, il y a d'abord rendre sains les établissements scolaires, les nettoyer, procéder aux des opérations de désinfection, c'est-à-dire pulvériser. Et pour cela, nous avons l'appui de ma collègue de la santé et du développement social. Il faut aussi, là où il y a quelques bobos encore qui sont visibles, quelques flaques d'eau, il faut procéder à des terrassements. Le ministre des Transports et des Infrastructures a mis également ces engins à notre disposition et son matériel pour que les cours de certaines écoles soient rendus aptes à recevoir les élèves.
Vous l'avez dit, hein, Monsieur le ministre, nous avons constaté autour de vous une véritable solidarité gouvernementale. Vous pouvez dire à présent un mot à ce sujet. C'est exceptionnel, ça m'est allé droit au cœur. Et je voudrais juste rappeler à titre d'illustration que samedi dernier, presque tout le gouvernement a été mobilisé pour des visites de terrain, c'est-à-dire des visites d'établissements impactés par les inondations, occupés par des populations ou encore endommagées. Donc c'est tout le gouvernement qui s'est mis en route pour aller voir de près les établissements scolaires. Les images, vous nous avez aidé, je parle de l'ORTM, les images que vous avez montrées aux Maliens, aux téléspectateurs, en disent mieux que mes mots de ce soir. Et quel message avez-vous à l'endroit de la communauté éducative? Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez ce soir pour saluer toute la communauté éducative, tous les partenaires de l'école malienne qui se sont donné la main, qui ont serré la ceinture, qui sont descendus sur le terrain, qui ont pataugé par moment. Mais ce moment est loin derrière nous maintenant pour aider à ce que les enfants reprennent le chemin de l'école, retrouvent leur salle de classe, retrouvent leurs maîtres, leurs professeurs, leurs camarades dans des environnements rendus à l'école. Célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion auprès des ménages sinistrés par les inondations à Bamako, au champ hippique Hippodrome. Elle est l'initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement avec l'appui financier de l'UNFPA. Plus de détails avec Talavet Sankari. Dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité, l'Association malienne pour la solidarité et le développement n'est pas restée les bras croisés. Ce vendredi, au champ épique à l'Hippodrome, en commune 2 du district de Bamako, par son initiative, 200 femmes ont pu bénéficier des moustiquaires, des kits d'accouchement et des kits de dignité. À cela s'ajoute une distribution de médicaments à 3 SESCOM partenaires et au CCRF de la commune 2. En plus donc, de l'accompagnement des communautés, nous avons aussi donc, 3 CCRF qui bénéficient également aussi des dons d'intrants, des médicaments et des matériels nécessaires à leur fonctionnement. Donc le coût total donc, de tous ces investissements est dans l'ordre donc, de 23 millions. Le présent appui à la référence d'évacuation des urgences obstétricales sur financement de l'UNFPA vise à contribuer à la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale chez les populations sinistrées à Bamako. Alors, le Fonds des Nations Unies pour la population est donc l'agence qui lutte pour un accès universel aux droits et aux services de santé sexuelle et reproductive. Et pour nous, il est important et même capital et vital de nous assurer que ces droits sont préservés en toute situation, en situation de paix et en situation de crise et en situation post-crise comme c'est le cas aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir bénéficié de ces kits. Ils nous permettront de nous protéger et d'être en bonne santé. Nous sommes très ravis d'avoir bénéficié de l'aide de l'AMSOD et ils s'engagent également à faire un transfert cash pendant 3 mois à 50 femmes, nous ont-ils assuré. En voilà une action de plus pour magnifier ce mois de la solidarité. Vendredi dernier, le préfet du cercle de Caille a procédé à la visite de quelques écoles touchées par les inondations dans la commune urbaine de Caille. Il s'agit des groupes scolaires Légal Ségou 1, 2 et 3 et l'école fondamentale de Soutoukoulé. Objectif, constater l'état de ces écoles qui doivent accueillir les élèves dans le cadre de la rentrée scolaire prévue le 4 novembre prochain. C'est un reportage de Kabadjara.
Certaines écoles dans le cercle de Caille ont été inondées lors des pluies torrentielles cette année 2024 et d'autres sont occupées par des victimes de ces inondations alors que la rentrée scolaire avance à grands pas. C'est ainsi que le préfet du cercle de Caille, accompagné d'une délégation, a sillonné quelques écoles afin de savoir si elles sont opérationnelles ou pas pour accueillir les élèves dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025 à Caille. Les écoles visitées sont les groupes scolaires Légal Ségou 1, 2, 3 et l'école fondamentale de Soutoukoulé dans la commune rurale de Koulou. Au niveau de la mairie, on a essayé d'amener une équipe sur place pour assainir les cours des écoles. Maintenant, il reste à désinfecter les classes et les toilettes. Donc on était parti aussi à Soutoukoulé parce qu'il y avait 5 familles qui étaient dans des salles de classe. Et suite à l'intervention du maire de Koulou, M. Assamadi Diallo, ces familles-là ont pu rejoindre les quartiers et ils sont logés maintenant. Après la visite, nous avons constaté que les écoles visitées dans la commune rurale de Koulou et dans la commune urbaine de Caille, les classes seront opérationnelles d'ici l'ouverture. Rappelons que cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions données par les plus hautes autorités de notre pays, le Mali, pour faire le point de la situation des écoles dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Le concours Mon quartier propre dans les villes de Koulikoro et Sikasso vient de connaître son épilogue. Le quartier Plateau 2 a été classé premier à Koulikoro et Wayarma 1 en 3e région. Ce concours est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'initiative se voulait une dynamique de changement de comportement d'habitude en matière de gestion et d'assainissement. Compte rendu Moussokoro Sérémé, Daouda Kone et le compte rendu de Birama Keita à Koulikoro. Lancé le 22 août 2024, les heureux gagnants du concours Mon quartier propre dans la ville de Koulikoro reçoivent leur prix. Après 2 mois de compétition entre les 11 quartiers de Koulikoro, c'est le quartier Plateau 2 qui est sorti premier de cette compétition en matière de salubrité. Il est important de rappeler que ce concours n'est pas simplement une compétition, mais un appel à la mobilisation collective. Chaque geste compte pour améliorer notre environnement et ce concours a démontré que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Le moment est venu de récompenser les plus méritants pour leur détermination et les efforts considérables qu'ils ont déployés pour faire de leur quartier un modèle de propreté. Des critères ont été retenus pour le classement de ce concours. On avait 4 critères. La mobilisation sociale comme premier point. 2e critère, ça c'était la propriété. 3e critère, innovation. Et le 4e critère, ça c'était le nombre de sorties. Le concours n'a fait que renforcer notre capacité d'agir, notre capacité d'assainir notre environnement par rapport aux autres. Au chapitre des récompenses, le quartier Plateau 2 empoche 250 000 francs CFA avec 15 points. Il est suivi de Koulikoro Centre qui gagne 150 000 francs CFA avec 13 points. Et le quartier Souban est classé 3e avec 11 points et il enlève 100 000 francs CFA. Lancé le 10 août dernier par les autorités régionales, les activités de l'opération Mon quartier propre auront répondu aux attentes des membres de la commission d'évaluation. Durant 5 semaines, une offensive a été enclenchée dans les 19 quartiers qui comptent la commune urbaine de Sikasso, dans la dynamique d'imprimer le réflexe de la salubrité de proximité et de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans des cadres de vie plus propres et plus agréables. Au titre du classement, c'est Wayarma 1 qui succède à lui-même à la tête des quartiers les plus assainis de la ville de Sikasso. Il est suivi des Médines et de Wayarma 2. Je dédie ce prix-là aux braves femmes de Wayarma 1 et en l'occurrence à toutes les femmes de Sikasso. L'année 2025, Sikasso sera premier dans la République du Mali. Les rubriques de notation étaient 2. La propriété. Elle comprenait le curage des caniveaux et les espaces publics. La mobilisation sociale, l'innovation. C'est donc un objectif atteint pour la chef de l'exécutif qui salue l'esprit de solidarité, de responsabilité et d'engagement citoyen de la population de Sikasso.
Vous avez démontré que l'entretien de notre cadre de vie est une préoccupation commune et que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement. Nous avons également prévu des actions de suivi et de sensibilisation qui permettront de pérenniser les résultats obtenus. La cérémonie de clôture de l'opération Mon quartier propre à Sikasso est marquée par la remise d'attestations de participation et de tableaux de reconnaissance aux 3 lauréats et à la gouverneure, suivi de la remise symbolique des matériels d'assainissement. L'UNICEF et ses partenaires étatiques ont organisé à Tombouctou un atelier de formation des adolescents et jeunes sur le guide de plaidoyer en faveur de l'enregistrement des naissances. Une initiative qui fait suite au constat du faible taux dans la région à l'enregistrement des naissances qui est d'au moins 50%. Reportage Nadim Babasissé. Il a été révélé dans les statistiques nationales que le taux à l'enregistrement des naissances dans la région de Tombouctou est de moins de 50%. C'est pour pallier cette situation que l'UNICEF et ses partenaires, qui sont les services techniques de l'État, ont initié le présent atelier de plaidoyer en faveur des adolescents pour que leur voix puisse contribuer à rehausser le taux d'enregistrement à la naissance à travers la sensibilisation. Ce processus de formation s'inscrit dans une démarche qui va les outiller pour qu'ils deviennent des acteurs actifs dans la lutte contre les inégalités et les violences. Ils seront les artisans de plaidoyer conçus pour interpeller les institutions publiques, les leaders religieux et traditionnels sur les enjeux cruciaux. Ce guide de plaidoyer nous permettra de parler des violences auxquelles nous subissons chaque jour qui passe et de connaître nos droits pour faire en sorte que les autorités sachent de quoi nous subissons chaque jour. Les participants sont venus des cercles de Gundam, Niafunke et de Tombouctou. Compte tenu de l'importance d'une telle formation, le directeur de cabinet a invité les participants constitués essentiellement des adolescents à l'assiduité durant les 4 jours de renforcement de leurs capacités. Soyez attentifs, soyez concentrés, mettez-vous à l'aise, considérez comme vous êtes dans votre petit grain à la maison. Tout ce que vous avez besoin de savoir, cherchez à le savoir afin que vous puissiez convaincre vos camarades, mais également convaincre vos parents d'enregistrer toutes les naissances et à temps. Ces jeunes prendront connaissance des notions comme la participation active et passive, la politique, entre autres, et formuler un plan de plaidoyer pour une prise en compte des droits fondamentaux des enfants par les parents et les décideurs. Pour rappel, cet atelier est en lien avec le plan d'action 2020-2025 des Nations Unies au Mali visant à répondre efficacement aux besoins des jeunes hommes et femmes du Mali. Restons à Tombouctou avec l'ouverture le week-end dernier de la semaine culturelle de Belafarandi. L'initiative vise à promouvoir la culture tombouctienne organisée par les membres du cadre de concertation et d'action des jeunes de Belafarandi. Cette 2e édition est célébrée sur le thème « Unis dans la diversité au service d'un Mali sécurisé et paisible. Ensemble réussir le Mali Koura ». C'est un reportage de Saloum Konaté. La culture reste et demeure le reflet de notre identité, de notre histoire et de nos valeurs. C'est pourquoi les membres du cadre de concertation et d'action des jeunes de Belafarandi ont initié ces journées culturelles. Cette 2e édition a été une occasion pour la jeunesse de Tombouctou de se retrouver autour du bien commun. Exposition des grains typiques au quartier ainsi des souvenirs, présentation de la culture tombouctienne, des pièces de théâtre et prestations d'artistes étaient entre autres temps forts de ce festival de 3 jours. On a organisé cette activité vraiment pour faire revivre la culture de Belafarandi en particulier et celle de Tombouctou de façon générale. C'est redonner de l'importance et faire revivre notre culture qui est une vectrice de la paix et de la cohésion sociale. Et j'invite la jeunesse à s'accrocher à la culture car la culture c'est tout ce qui nous reste lorsque nous perdons tout en réalité. Le quartier Abaradjou est l'invité d'honneur avec comme thème unis dans la diversité au service d'un Mali sécurisé et paisible. Le thème est très approprié car il nous plonge dans la réflexion sur la nécessité pour chacune et chacun de nous de regarder l'autre comme étant une partie de nous-mêmes. L'avenir de ces pays dépend de vous. Les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain.
Je demande à toute la jeunesse de Tombouctou de prendre le bon exemple comme la jeunesse de Belefarandi. Les autorités administratives et coutumières ont tous félicité les initiateurs pour la bonne organisation de l'événement qui ne fait que davantage promouvoir la paix, l'entente, la cohésion sociale entre les ethnies vivant à Tombouctou. Kidal, lancement des activités de la journée culturelle pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, une initiative de la jeunesse de la 8e région soutenue par les autorités de la région, Sidi El-Medi Al-Baka et Sungalo Doumbia au Atem Kidal. Les organisations de jeunes et de femmes de la 8e région ont convergé vers la maison du Luxembourg pour prendre part à la journée culturelle initiée par les CRJ et entièrement financée par le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou afin de soutenir la relance des activités juvéniles à Kidal. Ça a été une soirée où on a vu toutes les sensibilités de la culture malienne, surtout la diversité culturelle du Mali. On a vu les Dogons, on a vu les Bamana, on a vu les Pèles, on a vu les Touaregs, les Soraïs. Donc ça, c'est une bonne chose vraiment par rapport au retour vraiment des activités artistiques et culturelles dans la région. Au nom de ma très chère patrie, il est indivisible terre. Au nom de la sécurité et de la paix, j'ai dit non à la guerre. Cette turbine d'expression a permis aux jeunes de Kidal de compétir à travers la danse traditionnelle, la poésie, la chorégraphie, entre autres, autour de la paix et l'unité du Mali. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens.